Bonsoir à toutes et à tous. Donc moi c'est Élise, candidate avec Simon dans la première circonscription de Seine-Saint-Denis et également enseignante dans le 93 à Stein. Moi je vais plutôt axer mon intervention sur la question des violences policières tout en partant d'un constat. C'est celui que le département du 93 est le plus pauvre de France. Les attaques de ce gouvernement Macron, derrière les promesses de Uber pour tout le monde et de donner soi-disant une chance aux jeunes qui finalement les frapperont de plein fouet, à la fois les travailleurs, les classes populaires et les jeunes. Le 93, c'est le territoire de cette violence accumulée par 25 années de politique austéritaire et sécuritaire, de droite comme de gauche, à tous les niveaux, au niveau national, au niveau régional, mais également au niveau local. La violence du mal-logement, la destruction des services publics nationaux et territoriaux, le chômage et la précarité touchent particulièrement nos villes, comme ont pu le développer Cathy et Théo dans l'intervention précédente. Et ce n'est pas un hasard si dans les quartiers les plus touchés par ces problèmes, que ce sont les violences policières qui se déploient en toute impunité et avec le plus de férocité. La police nationale, mais aussi municipale et particulièrement la BAC, font l'usage de techniques de répression héritées de l'époque coloniale et qui perdurent encore aujourd'hui pour imposer l'ordre politique et l'oppression raciste de cet État. Saint-Ouen, Saint-Denis, Épinay, pour le gouvernement et pour les flics, ce sont aussi des territoires d'expérimentation de la répression préventive, l'expérimentation du contrôle de ces populations racisées. Derrière les gros titres du Parisien et de la presse en général, à la fois sur les Francs-Moisins, sur Orgemont, sur le vieux Saint-Ouen, derrière les zones de sécurité prioritaires, c'est bien le quadrillage des quartiers qui se joue pour assigner les populations à résidence, pour dire qu'il n'y a rien à faire, pour bien faire sentir qu'on ne doit pas se révolter. Au quotidien, ce sont les contrôles aux faciès, les insultes, les humiliations, le mépris et la stigmatisation systématique. Cette violence, les jeunes la connaissent dès le plus jeune âge. Chaque année, on recense des dizaines de personnes tuées sous les coups de la police. On a tous en tête le meurtre d'Adama Traoré l'été dernier, celui aussi de Shaoliu cette année. Les violences aussi systématiques sur la place de la gare de Saint-Denis, pour donner un autre exemple. Et pour tous ceux qui sont tombés sous les coups de la police, on n'oublie pas, on ne pardonne pas. Les familles qui osent dénoncer haut et fort ces meurtres subissent, elles aussi, un acharnement judiciaire. On pense à la famille Traoré aujourd'hui, avec Baxi, le frère d'Adama, qui est en prison. On pense aussi à Amal Bentoutsi, qui a créé le collectif Urgence Notre Police Assassine, suite à la mort de son frère Amine, tué par la police. Hier, Amal Bentoutsi a été placé en garde à vue et puis heureusement, en tout cas, libéré cet après-midi pour avoir filmé dans les quartiers de Meaux des interventions musclées. Et évidemment, nous lui apportons tout notre soutien. On pense aux violences lorsque les jeunes essaient de se soulever aussi pour crier leur colère. Par exemple, pour prendre un exemple local, en mars dernier, le lycée Sugère, à la suite d'un incendie volontairement allumé. Les lycéens ont été évacués par le proviseur, mais dehors, ils se sont retrouvés face à face avec les flics, prêts à en découdre. Et ils ont reçu des tirs de flashball, des coups de taser et se sont fait matraquer et tabasser. Le résultat de tout ça, ça a été 55 interpellations et de garde à vue, dont 44 mineurs pendant 30 heures. Il y a la violence des lois, celle qui prive les étrangers du droit de vote, celle des expulsions des sans-papiers et celle des lois islamophobes. Ce sont par exemple les mamans voilées interdites de sortie scolaire à la maternelle. Et tout ceci est aggravé par l'état d'urgence. Ces lois d'exception qui ne règlent aucun problème et sont en réalité un véritable danger pour nos droits démocratiques. Elles sont là pour réprimer, pour stigmatiser et poursuivre ici la guerre que mène l'armée française à travers ses interventions à l'étranger. Et rien d'étonnant donc que ce nouveau gouvernement, qu'on peut qualifier d'un gouvernement guerrier, veuille aller plus loin dans la logique sécuritaire, à commencer par faire entrer dans le droit commun les mesures d'exception de l'état d'urgence. Et tout ça, ça signifie simplement la multiplication des assignations à résidence, des perquisitions administratives en toute impunité et le renforcement de l'impunité policière. Ça signifie aussi le renforcement de la chasse aux sans-papiers, du harcèlement policier et de la stigmatisation raciste.
Et les premières victimes, ce sera nous, dans les quartiers populaires. Bien évidemment, les candidats de La République En Marche et de droite seront les premiers artisans pour mettre en œuvre cette politique du tout sécuritaire promise par le gouvernement Macron. D'un autre côté, du côté de la gauche, et notamment de la France insoumise, mais aussi jusqu'à Ensemble, on nous parle de police de proximité, comme si la proximité rendait les contrôles systématiques moins insupportables, comme si la proximité rendait les coups de matraque de flics moins durs, comme si la proximité rendait les gardes à vue, des gardes à vue arbitraires plus tolérables. Le discours sécuritaire se focalise aussi dans nos quartiers sur la chasse aux dealers. Mais les problèmes, on le sait tous, sont bien réels dans les banlieues, mais en réalité, la drogue n'est pas la cause. On en a tous parlé un peu, les interventions avant moi, mais à peu près 20% des jeunes sont au chômage, 30, 40, voire 50% dans certains quartiers. Et la police et la justice mènent sur cette question, sur la question des drogues, une politique anti-jeunes, une politique au faciès, afin de maintenir un contrôle sécuritaire et économique en banlieue. Et cette répression ne règle absolument rien. C'est pour cela que la seule solution pour nous, c'est la légalisation du cannabis, avec une commercialisation et la vente par l'État, accompagnée d'une politique de sensibilisation et de prévention. Et permettez-moi quelque chose, mais cerise sur le gâteau, dans la première circonscription de Seine-Saint-Denis, on a la candidature du PS qui est Yannick Trigans, donc qui se présente sous l'étiquette PS, qui est l'ex-bras droit du député Bruno Leroux, qui était donc député de Saint-Ouen, Épinay, Saint-Denis, et qui a fait un peu entendre parler de lui parce qu'il avait payé ses filles 50 000 € pour un job d'été. Ces politiciens corrompus, eux, on le voit tous, n'ont rien à craindre de la justice et ils courent toujours. Et toutes ces affaires révèlent bien la justice à deux vitesses. Et le sens de la candidature NPA, c'est aussi porter ce combat que d'autres ne disent pas. Parmi les solutions qu'on propose pour la Seine-Saint-Denis, on demande la dissolution de la BAC qui harcèle les jeunes et pratique sans détour les contrôles au faciès, la régularisation de tous les sans-papiers, la fin immédiate de l'état d'urgence et des interventions impérialistes. Le 93, c'est un territoire de colère, un territoire de lutte. Et c'est par cette voie que les choses changeront. Face à nous, dans la première circonscription, il y a la candidature d'Éric Coquerel, le bras droit donc, de Mélenchon, qui promet des jours heureux en votant pour France Insoumise. Mais nos revendications ne les obtiendra pas par le vote, mais bien par la lutte. Et ça, on l'a déjà évoqué dans les interventions précédentes. Et cette question, la France Insoumise, comme le PCF, l'évacue systématiquement. Et les jours heureux, ce sera tous ensemble qu'on les imposera, dans la rue, par la grève, et en s'organisant aussi tous ensemble, dans le NPA, dans le sillage de la candidature ouvrière et anticapitaliste de Philippe Poutou. Voilà. Dans la première circonscription de Seine-Saint-Denis, votez Élise Lecoq et Simon Assoun. Votez les candidats du NPA.